Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine. C'est notre quart d'heure américain avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, que nous retrouvons en visioconférence. Bonsoir et bienvenue, Pierre-Yves. Ravi de vous retrouver pour ce quart d'heure américain de la semaine avec une actualité politique chargée aux États-Unis. Je me dis, quand je vois le nombre de décisions en série que la Cour suprême a pu prendre ces derniers temps, qui vont à l'encontre des positions démocrates, le camp démocrate doit se sentir soudé ou ressoudé face à ces décisions de la Cour suprême en série. La dernière étant d'invalider le moratoire que Joe Biden avait voulu mettre en place pour la dette étudiante aux États-Unis. Effectivement, la Cour suprême fonctionne de cette manière. Elle rend toujours en cascade des décisions importantes au mois de juin ou fin juin, début juillet. C'est la manière dont elle gère son docket, la pile de cas qui lui sont présentés. Je trouve que dans cette histoire du moratoire de la dette, Joe Biden a subi une défaite juridique, mais c'est plutôt une victoire politique. Et ce qui rend assez intéressant le jeu pratiqué par ce président qui n'est pas très populaire, qui est critiqué même dans son propre camp, mais qui dispose d'une énorme expérience à Washington et qui est un vieux briscard et qui, à mon avis, a très bien joué ce coup-là. C'est un coup gagnant pour Biden de voir sa décision d'annuler la dette étudiante retoquée par la Cour suprême. Moi, je pense qu'il a gagné électoralement parce qu'il s'est fidélisé durablement toute une nouvelle clientèle qui est déçue, bien entendu, de voir que le moratoire a été invalidé par la Cour suprême, mais Joe Biden a les mains propres et considère qu'il a tout fait pour se battre pour eux, et il continue, au-delà de cet échec juridique, à leur proposer des solutions pour amoindrir le coût de leur dette. Ça fait des années que les démocrates et les juristes sous la présidence de Barack Obama, tant au département de la justice qu'au département de l'éducation, ont interprété la loi de 2003 qui donne une petite latitude au secrétaire à l'éducation pour renégocier les termes de la dette des étudiants américains. On parle quand même de 1600 milliards de dollars pour 45 millions d'Américains. Ils savent très bien que le président des États-Unis ne peut pas unilatéralement effacer 430 milliards de dollars de dette. Mais ils savent aussi, et c'est ce que a très bien joué Joe Biden, ils savent qu'ils peuvent le promettre lors d'une campagne électorale. Ensuite, ils voient comment sort le Congrès, et comme le Congrès ne va pas se prononcer là-dessus, ils ont tenté le coup, sachant qu'ils seraient invalidés. Et ils sont invalidés, et du coup, la responsabilité de l'invalidation tombe sur les épaules de la Cour suprême. Et électoralement, ils ont fidélisé et ils ont rendu encore plus loyale une catégorie d'électeurs qui est importante pour eux. Et je pense que c'est malheureusement de très bonne guerre. S'il y a une chose que l'on doit savoir de la Constitution américaine, c'est un principe qui remonte à Montesquieu et qui est strictement observé dans la Constitution des États-Unis et même dans la géographie de la ville de Washington, c'est que le président des États-Unis n'a pas le pouvoir de dépenser de l'argent de lui-même. Tout l'argent doit être approprié par le Congrès. Donc, oublions le fait de savoir si, sur le fond, il est justifié ou non d'effacer une partie de la dette des étudiants. Le président des États-Unis, quand bien même serait-il fondé dans le principe de le faire, n'a pas le droit de le faire. Il n'est que président des États-Unis. Souvenez-vous de ce psychodrame que nous avons vécu ensemble du plafond de la dette. Le plafond de la dette, le président tout seul ne peut pas le relever. Ah bon ? Mais Joe Biden peut décider d'effacer 430 milliards de dollars de dette comme ça ? Constitutionnellement, c'est une absurdité. Et pourtant, il y a 3 juristes éminents, 3 magistrats éminents, 3 juges de la Cour suprême qui ont décidé de soutenir Joe Biden dans cette absurdité juridique. Bien évidemment, sans vote du Congrès, sans même une consultation du Congrès, le président des États-Unis ne peut pas faire disparaître en fumée 430 milliards de dollars de créances. Mais ce que vous dites, Pierre-Yves, c'est qu'il aura toujours les moyens, à travers le Congrès, de trouver des accommodations, des compensations, des soutiens qui permettront quand même à cette population de rester soutenue par une administration démocrate. Exactement. Il va pouvoir, par le biais
normal de la législation et du marchandage législatif, mettre en place des dispositions qui vont amoindrir le coût du paiement des intérêts et de l'achat de la dette pour quelques 45 millions d'Américains. Parce que vous savez, si on pardonne, de quoi parlait-on? On parlait d'effacer 10 000 dollars de dette pour les anciens étudiants dont le revenu est inférieur à 125 000 dollars par an. On va le faire maintenant, et puis qu'est-ce qui va se passer dans 4 ans? On va encore en effacer 10 000, et puis encore en effacer 10 000. Cette manœuvre est électoralement transparente et elle est tellement tentante. Et je pense que Joe Biden a très bien joué la chose parce qu'il y a une victoire, oui, il y a une victoire des méchants républicains qui sont du côté du méchant percepteur, qui veulent enlever l'argent de ces pauvres étudiants surendettés pour plusieurs dizaines d'années. Joe Biden, politiquement, est gagnant dans cette affaire. Est-ce qu'il est gagnant sur l'autre question qui a traumatisé Washington au cours des derniers jours, à savoir la question de la discrimination dite positive? Là, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Il suffit de regarder les sondages. 50% des Américains, toutes races confondues, ne sont pas à l'aise avec l'idée qu'on peut déterminer que certains Américains, simplement du fait de leur race, ont le droit de passer avant d'autres Américains qui auraient de moins bonnes notes pour accéder aux plus belles universités des États-Unis. Cette division des Américains, bien évidemment, change suivant la catégorie d'électeurs auxquels on s'adresse dans les sondages, et les Noirs sont théoriquement ceux qui profitent le plus de la discrimination dite positive, mais ce ne sont pas les Blancs qui sont le plus pénalisés, ce sont les Américains d'origine asiatique, chinoise, coréenne ou vietnamienne, qui ont, en école primaire, secondaire et avant d'entrer à l'université, toujours les meilleures notes, mais qui sont restreints dans leur accès à l'université en raison de ces quotas qui ont jusqu'à présent favorisé les Afro-Américains. Donc là, l'aspect politique et électoral de cette seconde décision de la Cour suprême n'est pas forcément gagnant pour Joe Biden. Est-ce que les touristes américains seront au rendez-vous cet été? En France et notamment à Paris, Pierre-Yves, je lisais des professionnels de la profession, ils sont assez inquiets de voir cette clientèle de touristes américains qu'on a vu revenir quand même depuis quelques mois à Paris, déserter la capitale française peut-être pour la période des vacances d'été. Visiblement, il y a déjà un phénomène de déréservation qui se met en place à la suite des événements qu'on connaît depuis quelques jours. Il y aura certainement une perte nette. Je ne pense pas qu'il y ait une désaffection massive des Américains pour la France et pour Paris en particulier, mais ceux qui ont le choix entre passer une semaine, parce que les Américains ont peu de vacances, ne l'oublions pas, ceux qui ont le choix de passer une semaine en Europe vont plutôt aller au Royaume-Uni ou en Italie ou en Espagne, plutôt qu'en France. Ceux qui se décident maintenant, en général, ces décisions sont prises longtemps à l'avance. Ça veut dire oui, c'est une affaire qui a un retentissement mondial, international, on l'a bien compris, et aux États-Unis, entre autres. Oui, cette affaire donne de la France une très très mauvaise image. L'incapacité à maintenir l'ordre est quelque chose qui est difficilement compris par les Américains lorsque entre guillemets, les émeutes durent 2, 3, 4 jours. Quand je dis à mon voisin américain oh, ça va mieux, on n'a brûlé que 400 voitures l'année dernière, il me regarde avec des grands yeux. C'est absolument incompréhensible. La manière dont la presse américaine, et en particulier le New York Times, mais aussi le Wall Street Journal, qui est un journal dans l'ensemble qu'on ne peut pas soupçonner d'être particulièrement cruel, en matière de questions relatives à la police, dresse de la police française un portrait qui est assez accablant. Roger Cohen, le correspondant du New York Times, mais aussi le correspondant du Wall Street Journal, aujourd'hui, explique que la police française est remplie d'individus qui publient des communiqués, qui traitent les jeunes enfants d'immigrés de vermine et qui utilisent la violence, et que cette affaire couvre depuis très longtemps et que c'est simplement l'explosion légitime d'une forme d'oppression. Je voudrais vous citer 2 exemples qui permettent de comprendre pourquoi les Américains appréhendent ce problème comme ça. Le premier exemple, c'est que aux États-Unis, la carte d'identité n'existe pas.
le contrôle d'identité n'existe pas. On ne peut pas se faire arrêter aux États-Unis simplement au détour du couloir d'un métro ou quand on roule sur une route par la police et qu'elle commence à vous demander vous avez vos papiers, ouvrez le coffre. C'est impensable, c'est inimaginable et c'est interdit. Bien entendu, la police peut vous arrêter si vous avez commis une infraction. Alors là, c'est autre chose. Si vous roulez trop vite, si vous n'avez pas votre ceinture, si sur le petit sticker de votre plaque d'immatriculation, il n'y a pas la date qui convient, ce qui prouve que vous n'avez pas soit payé votre assurance, soit que vous n'avez pas renouvelé l'équivalent de la carte grise, là, la police peut vous arrêter. Mais le contrôle d'identité sur la base du délit de faciès est interdit aux États-Unis. L'autre chose qui frappe un Américain qui arrive en France, c'est que je vais le dire de manière très crue, mais il n'y a pas beaucoup de Noirs et il n'y a pas beaucoup d'Arabes dans la police française. Quand j'ai un problème à Washington avec la police, j'appelle, il y a 2 chances sur 3 pour que la police vienne d'abord très très vite et que l'officier de police qui frappe à ma porte suite à mon appel soit un Noir ou un Hispanique. En France, il me semble que... Je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus, Pierre. Oui, bien sûr, mais je ne sais pas si on a des chiffres là-dessus. Alors, écoutez, il se trouve que le hasard a fait que je connais quelqu'un qui a eu un poste de responsabilité très, très important dans la police il y a quelques années en France et qui m'a confirmé la chose. Il m'a dit, on a tout essayé pour recruter des minorités et on n'y est pas parvenu et on n'a pas de statistiques, mais on sait à vue d'œil qu'effectivement, on est dans certains quartiers très en deçà de ce que devrait être la représentativité raciale de nos forces de police. Et ça joue un rôle, ça, dans la manière dont les Américains voient la police française. Merci beaucoup Pierre-Yves pour votre éclairage hebdomadaire sur l'actualité américaine et la vue de la France par les Américains, en l'occurrence aujourd'hui. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, avec nous chaque lundi à 17h45 dans le quart d'heure américain de Smart Bourse. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismart.